Je m'appelle Gérard Vasseur. J'ai 64 ans, et j'ai passé 31 ans à croire que je savais tout de la femme que j'avais épousée. Je savais qu'elle prenait son café allongé avec 2 sucres et un nuage de lait. Je savais qu'elle fredonnait quand elle était nerveuse et qu'elle devenait silencieuse quand elle était vraiment en colère. Je connaissais la façon exacte dont elle penchait la tête quand quelque chose la faisait rire, le menton baissé, les yeux plissés au coin comme si elle essayait de se retenir et perdait la bataille. Je croyais la connaître. J'avais tort à un point que je mesure encore aujourd'hui. Le mariage était celui du fils de mon collègue Patrice Lambert, avec qui je travaillais depuis 12 ans au service de l'urbanisme de la mairie de Lyon. J'ai bien failli ne pas y aller. On n'a pas vraiment envie de célébrer l'amour des autres quand on vient de passer 4 mois à apprendre à dormir de son côté d'un lit qui semble soudainement trop grand. Mais Patrice avait été d'un grand soutien pendant le pire de cette épreuve. Il avait géré mes dossiers sans qu'on le lui demande, avait laissé des viennoiseries sur mon bureau les jours difficiles, alors j'ai mis une cravate bleu marine et j'y suis allé. La cérémonie avait lieu dans un domaine viticole historique à environ 40 minutes de la ville, dans le Beaujolais. Un bel endroit, le genre avec des pierres dorées apparentes et de hautes fenêtres qui laissaient entrer cette lumière grise et plate de novembre que notre région connaît si bien. J'ai trouvé ma place, j'ai serré la main de personnes que je connaissais à peine, j'ai souri à des choses que je n'entendais pas. Je m'en sortais bien, ou du moins ce qui passe pour aller bien quand le deuil est votre bruit de fond constant. Puis l'heure du cocktail a commencé et je suis sorti dans les jardins du domaine pour prendre l'air. Et je l'ai entendu, un rire. Pas un rire qui ressemblait au sien. Pas quelqu'un qui me rappelait elle. Son rire exact. Ce son spécifique, d'abord retenu puis relâché, que j'avais entendu pendant 31 ans autour de la table de la cuisine, les matins de Noël et les banals mardis soirs. Les poils de mes bras se sont dressés avant même que mon cerveau n'ait compris ce que mes oreilles lui disaient. Je me suis tourné lentement. Elle se tenait près du muret du jardin, à environ 6 mètres de moi, tenant un verre de vin blanc et parlant à un couple que je ne reconnaissais pas. Les mêmes cheveux au burn. Elle avait commencé à les teindre pour retrouver sa couleur d'origine il y a environ 3 ans. La même façon de se tenir en appui sur une hanche. La même inclinaison de la tête quand elle riait. Martine, ma femme, la femme dont j'avais fait l'éloge funèbre dans une église pleine à craquer 4 mois plus tôt, se tenait au mariage de quelqu'un d'autre, buvant du vin, riant comme si le monde ne lui devait rien. Mon verre d'eau pétillante a glissé de ma main. Il ne s'est pas cassé, a atterri dans l'herbe et a simplement roulé. Mais le bruit a fait jeter un coup d'œil à quelques personnes, y compris elle. Pendant une seconde entière, nos regards se sont croisés à travers ce jardin, et j'ai vu quelque chose traverser son visage, la reconnaissance. Puis la panique, et enfin quelque chose de froid et de calculé remplaçant les deux le temps de prendre une inspiration. Ensuite, elle a détourné le regard, a simplement tourné la tête vers le couple avec qui elle parlait et a continué à discuter comme si je n'étais personne, comme si j'étais un étranger qui avait fait tomber un verre. J'ai marché vers elle sur des jambes que je ne sentais plus. Mon cœur faisait quelque chose que je ne peux décrire que comme structurel, comme le plancher d'un bâtiment juste avant qu'il ne s'effondre. Martine, ai-je dit, juste ça, juste son prénom. Elle s'est tournée avec une expression polie et perplexe que je n'avais jamais vue sur son visage en 31 ans de mariage. Cela seul m'a tout dit, même si je refusais d'y croire. Je suis désolé, a-t-elle dit. Sa voix était légèrement différente, plus douce, moins saccadée, comme quelqu'un qui s'était entraîné. Martine Vasseur, ai-je dit. Tu es ma femme. Le couple à côté d'elle s'est figé. Elle a secoué la tête avec cette expression patiente et compatissante que j'ai immédiatement reconnue comme une performance théâtrale. Martine n'a jamais été patiente. En 31 ans, je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a eu l'air patiente. Je m'appelle Céline Dubois, a-t-elle répondu. Je pense que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé pour votre perte, mais je ne suis pas la personne que vous cherchez. Puis elle a touché le bras de la femme à côté d'elle, une sorte de signal social bien rodé. Et elles se sont éloignées ensemble vers la salle principale. Je suis resté dans ce jardin, incapable de la suivre, incapable de rester et totalement incapable de comprendre ce qui venait de se passer dans ma vie. J'ai trouvé Patrice et je lui ai dit que j'avais une migraine. J'ai conduit jusqu'à chez moi pendant 40 minutes de silence, je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans la voiture pendant encore 1 heure sans rentrer à l'intérieur. Si Martine était en vie, qui avions-nous enterré?
Cette question est restée bloquée au milieu de ma poitrine comme une pierre tout au long du trajet, toute la nuit et toute la matinée suivante. Je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai fouillé la maison. Je l'ai vraiment fouillée de fond en comble. De la façon dont on ne le fait pas quand on est en deuil parce que toucher les affaires fait trop mal. J'ai ouvert des tiroirs que j'avais évités pendant 4 mois. J'ai fouillé le classeur de son bureau dont elle s'était toujours occupée elle-même parce qu'elle disait que je mettais toujours la pagaille dans la paperasse. Il s'avère qu'il y avait une raison pour laquelle elle avait gardé ce classeur pour elle seule. Au bout de 2 heures, j'avais réuni une pile sur la table de la salle à manger qui m'a retourné l'estomac. Des relevés de cartes bancaires au nom d'une personne dont je n'avais jamais entendu parler, Céline Dubois. La location d'une boîte postale à la poste commençait il y a 2 ans et demi. Des documents de compte bancaire. Ce qui semblait être une fausse carte d'identité française bien usée, la photo étant indéniablement celle de Martine. Un contrat de bail non signé pour une adresse à Villefranche-sur-Saône. Elle n'était pas seulement morte pour revenir à la vie d'une manière ou d'une autre. Elle avait construit une toute autre personne pendant qu'elle dormait à mes côtés, pendant que je préparais le dîner, que je payais le crédit immobilier et que je parlais de nos projets de retraite pour nos vieux jours. Pendant que je pensais que nous étions, sinon parfaitement heureux, au moins honnêtes l'un envers l'autre. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire au moment même où je suis sorti de ce jardin lors du mariage. J'ai appelé ma belle-sœur, la petite sœur de Martine, Sylvie, qui s'était assise au premier rang lors des funérailles, avait sangloté dans un mouchoir et m'avait serré la main à la sortie de l'église. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Gérard, tout va bien ? J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin d'une réponse honnête. » « Bien sûr », a-t-elle dit un peu trop vite. « As-tu identifié le corps de Martine ? » Silence. Pas le silence de quelqu'un pris au dépourvu. Le silence de quelqu'un qui calcule. « La gendarmerie s'est occupée de tout ça », a-t-elle dit prudemment. L'accident ayant été aussi grave, ils ont dit que l'identification visuelle n'était pas. Sylvie. As-tu vu son corps ? Une pause plus longue cette fois. Non, mais Gérard, pourquoi poses-tu cette question ? J'ai vu Martine samedi dernier à un mariage dans le village d'Ouin. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle s'appelait Céline Dubois. Le silence qui a suivi était si total que j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que l'appel n'avait pas été coupé. Sylvie ? Sa voix, quand elle est revenue, était à peine reconnaissable. Oh, mon Dieu ! Gérard, Depuis combien de temps le sais-tu ? Je pouvais entendre sa respiration lente et prudente, la façon dont respirent les gens quand ils décident d'avouer quelque chose qu'ils redoutent depuis environ 2 ans. Elle a dit, je l'ai découvert par accident. Je l'aidais à déplacer des cartons de son box de stockage. Tu te souviens quand tu as été opéré du dos et qu'elle m'a demandé de l'aider ? J'ai trouvé des choses dans l'un des cartons qui n'avaient aucun sens. Un téléphone portable différent. Des reçus d'endroits dont elle n'avait jamais parlé. Des photos. Je me souvenais de cette opération du dos, l'été de l'année précédente. 6 semaines où je ne pouvais pas faire grand-chose et où Martine avait semblé, au contraire, plus présente que d'habitude, plus attentive. J'avais cru que c'était de l'amour. Ce qu'il y a de terrible quand on est trompé par quelqu'un de doué, c'est que son comportement de couverture ressemble souvent à son contraire. Quand je l'ai confrontée, a poursuivi Sylvie, et maintenant elle pleurait ses larmes silencieuses et réprimées que je pouvais entendre plus que toute autre chose, elle m'a dit qu'elle était en couple avec un autre homme depuis près de 3 ans. Quelqu'un qu'elle avait rencontré par le biais d'une association de jardinage à Villefranche. Elle a dit qu'elle voulait quitter ce mariage mais qu'elle était terrifiée par ce que tu lui ferais financièrement. Elle a dit que tu contrôlais tout et qu'elle finirait sans rien. Je veux être précis sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là parce que je pense que c'est important, pas de la rage, mais quelque chose de plus froid et de plus structurel. Le sentiment de regarder quelque chose que vous pensiez solide cesser tout simplement d'exister. Parce que Martine et moi partagions chaque compte bancaire, son nom figurait sur chaque investissement, chaque acte notarié, chaque placement financier que nous avions construit sur 3 décennies. Si elle avait voulu la moitié, elle aurait reçu la moitié. Nous savions tous les deux que ce qu'elle ne voulait pas, c'était la moitié. Elle voulait tout, et n'avoir aucun compte à rendre. Alors, elle a prévu de mourir à la place. Sylvie m'a raconté le reste par bribes, s'arrêtant pour respirer, s'arrêtant pour pleurer, et je l'ai laissé prendre son temps parce que j'avais besoin de tout entendre.
Martine était allée voir Sylvie avec ce plan environ 8 mois avant le prétendu accident. Il y avait une femme, une patiente en soins palliatifs dans un hôpital de la région lyonnaise où Martine était autrefois bénévole, qui mourait d'une maladie dégénérative et qui n'avait aucune famille pour ainsi dire. Martine avait cultivé cette relation avec soin, lui rendant visite régulièrement, instaurant un climat de confiance. Quand la femme est morte, Martine a utilisé cette mort comme couverture, a falsifié des documents et a organisé une crémation sous une fausse identité, créant un accident simulé sur une route départementale à l'extérieur de la ville qui n'a produit aucun reste récupérable valant la peine d'être examiné de trop près. Et Sylvie savait. Elle s'était assise dans cette église, m'avait serré la main. « Tu m'as regardé faire mon deuil », ai-je dit doucement. « Pendant 4 mois, tu m'as regardé. »« Je sais », a-t-elle répondu. « Je sais ce que j'ai fait. Je pensais. » Elle m'a dit que ce serait moins douloureux pour toi que de connaître la vérité, que tu pourrais faire ton deuil et passer à autre chose. Je me suis dit que je te protégeais. Je n'ai pas dit à Sylvie ce que j'allais faire ensuite. J'ai juste dit que je devais y aller, j'ai raccroché et je me suis assis à cette table de salle à manger avec les documents étalés devant moi. Et j'ai pensé à quelque chose que mon père disait souvent. Il disait, la seule façon de faire face à un mensonge de cette taille, c'est de devenir plus grand que lui. On ne s'abaisse pas à son niveau. On ne le combat pas selon ses propres règles. On trouve la vérité. On documente tout et on laisse les institutions qui existent exactement pour ça faire leur travail. Mon père était un ancien officier de la police judiciaire à la retraite. J'ai pensé qu'il aurait su quoi faire. Et puis je me suis dit que je savais exactement quoi faire. J'ai passé les 2 jours suivants à faire ce dans quoi j'étais devenu plutôt doué en 35 ans d'urbanisme, constituer un dossier documenté. J'ai photographié chaque morceau de papier que j'avais trouvé. J'ai établi une chronologie précise de quand dataient les reçus du garde-meuble, quand la boîte postale avait été ouverte, quand les comptes bancaires parallèles semblaient avoir été créés. J'ai noté la date du décès de la patiente en soins palliatifs à partir de l'avis de décès que j'ai trouvé en ligne avec environ 15 minutes de recherche. J'ai noté la date du prétendu accident de Martine. Seulement 4 jours d'intervalle. 4 jours. Puis je suis retourné à Oin, j'ai trouvé le domaine du mariage et j'ai demandé au coordinateur de l'événement qui avait géré la liste des invités si, précisément, une femme nommée Céline Dubois y avait assisté et à quel titre. Il a fallu un peu de persuasion, mais je suis un homme patient et j'ai un visage qui inspire généralement confiance. Elle y avait assisté en tant qu'invitée de l'associé du père du marié, un entrepreneur basé à Villefranche-sur-Saône. J'ai conduit jusqu'à Villefranche. J'ai trouvé l'adresse figurant sur le contrat de bail que j'avais découvert dans le classeur de Martine. Une maison de ville mitoyenne dans une rue calme avec un petit jardinet à l'avant, bien entretenu, de la façon dont Martine gardait toujours ses jardins, précis, délibérés, rien ne dépassant. Il y avait une Toyota Corolla grise dans l'allée que je n'avais jamais vue. Et puis, alors que j'étais garé de l'autre côté de la rue, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est sorti en premier. À l'approche de la soixantaine, les épaules larges, les mouvements délibérés de quelqu'un habitué à travailler en extérieur. Il a regardé sa montre, a jeté un œil dans la rue. Puis Martine est sortie derrière lui et il lui a tenu la porte, comme on le fait quand ce geste est devenu automatique, quand c'est simplement comme ça que les choses se passent entre vous au quotidien. Il a posé sa main dans le creux de son dos alors qu'il marchait vers la voiture. Je suis resté assis là pendant longtemps après leur départ. Assez longtemps pour regarder un voisin promener son chien. Assez longtemps pour regarder la lumière du jour changer. Assez longtemps pour comprendre que la vie en laquelle j'avais cru n'était pas quelque chose qui s'était terminé il y a 4 mois. C'était quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé de la façon dont je le pensais. Je ne les ai pas suivis. Je suis rentré chez moi. Je me suis préparé un vrai dîner pour la première fois depuis des semaines. Une belle entrecôte avec des pommes de terre sautées, le genre de repas traditionnel que vous vous préparez quand vous voulez avoir l'impression de redevenir vous-même. Je n'étais pas en colère, ou du moins la colère se trouvait quelque part tout au fond, enfouie. Mais ce qu'il y avait en surface était quelque chose de plus calme et de plus utile. De la lucidité. Le lendemain matin, j'ai trouvé un détective privé sur les recommandations d'un ancien collègue qui avait fait appel à un pour un litige commercial. Il s'appelait Franck Beaulieu et travaillait dans un petit bureau de la rue de la République. Ancien enquêteur de la police nationale, 22 ans de métier, le genre d'homme qui écoute jusqu'au bout avant de parler et qui dit ensuite exactement ce qui est nécessaire, et rien de plus.
Je l'ai respecté dans les 15 premières minutes. J'ai tout étalé sur son bureau. Les documents, la chronologie, l'adresse à Villefranche, ce que Sylvie m'avait avoué. Il a tout examiné méthodiquement, n'a pas réagi, a juste lu. Quand il a fini par lever les yeux, il a dit « Si ce que vous m'avez apporté est exact, votre femme a commis une fraude à l'assurance, une usurpation d'identité et un complot d'entrave à la justice, au minimum. Si sa sœur a été matériellement impliquée dans la dissimulation de la fraude, elle est potentiellement complice. C'est un dossier pénal majeur, monsieur Vasseur. La police judiciaire va s'en mêler. Comprenez-vous dans quoi vous vous lancez ? » J'ai compris, je lui ai dit. Je voulais des preuves irréfutables qui tiendraient devant un juge, pas des soupçons sans fondement. Combien avez-vous touché de l'assurance ? A-t-il demandé. 150 000 €, ai-je répondu. Somme à laquelle je n'avais absolument pas touché. Qui dormait sur un compte pendant que j'essayais de décider quoi faire d'un argent qui me semblait provenir de quelque chose de malsain. Maintenant, je comprenais pourquoi j'avais ce pressentiment. Il a hoché la tête lentement. C'est un chiffre dont la compagnie d'assurance voudra très certainement discuter. Je lui ai fait un chèque de provision et je lui ai laissé des copies de tout le dossier. Pendant que Franck travaillait, je suis retourné à Villefranche 3 autres fois au cours des 2 semaines suivantes. Je ne suis pas fier d'être resté assis dans une voiture garée à observer la vie que ma femme avait choisie à la place de la mienne, mais j'avais besoin d'en comprendre les contours. Le nom de l'homme, je l'ai découvert grâce au travail préliminaire de Franck, était Stéphane Caron, un entrepreneur paysagiste. Divorcé depuis 8 ans, 2 enfants adultes qui ne vivaient pas dans la région, une réputation décente dans sa commune, le genre d'homme qui ne savait pas dans quoi il était impliqué. Martine s'était frayé un chemin dans sa vie de la même manière qu'elle faisait tout, méthodiquement, avec patience, ne laissant rien au hasard. Elle s'était présentée comme une veuve originaire d'une autre région qui prenait un nouveau départ, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge, je suppose, mais de la manière la plus cruelle qui soit. Franck m'a appelé exactement 16 jours après notre première rencontre. Le dossier qu'il m'a montré lors de notre deuxième rendez-vous était 4 fois plus épais que ce que je lui avais apporté. Des relevés bancaires montrant que Martine avait transféré des fonds vers des comptes sous l'identité de Céline Dubois pendant environ 26 mois avant l'accident. Un total d'un peu plus de 80 000 € prélevés sur nos comptes joints par montant suffisamment petit pour ne pas déclencher d'alerte ou de contrôle. Des registres du cadastre montrant que la maison mitoyenne de Villefranche avait été achetée sous l'identité de Dubois, en espèces, 7 mois plus tôt. Des relevés téléphoniques, et c'est là que les choses ont empiré. Il y avait des appels réguliers, des schémas de communication constants entre le numéro secret de Martine et le portable personnel de Sylvie. Ces appels avaient continué sans interruption pendant les funérailles, puis pendant les 4 mois suivants. Jusqu'à la semaine dernière. Sylvie n'était pas seulement au courant du plan. Sylvie avait été en contact actif avec sa sœur tout au long de mon deuil. La femme qui m'avait serré la main à la sortie de l'église en pleurant. J'ai refermé le dossier avec soin. J'ai interrogé Franck sur mes options légales. Il me les a exposées clairement. La fraude à l'assurance et l'usurpation d'identité étaient des délits pénaux passibles de lourdes peines selon le code pénal français. La participation continue de Sylvie l'a placée au minimum dans la catégorie des complices, potentiellement pour association de malfaiteurs. La compagnie d'assurance, une fois confrontée à ces preuves irréfutables, chercherait activement à récupérer son argent et déposerait sa propre plainte au pénal. La brigade financière de la police prendrait en charge ce genre d'affaires complexes. Ce n'était pas un simple litige conjugal que je pouvais régler discrètement. C'était un crime financier. Ce soir-là, j'ai appelé une avocate pénaliste. Franck m'avait recommandé Anne-Sophie Mercier, qui exerçait à Lyon et traitait des affaires de grande fraude financière depuis 20 ans. Elle a examiné le rapport complet de Franck pendant 2 heures et m'a donné son évaluation sans prendre de pincettes ni adoucir la réalité. La documentation était solide. La chronologie était parfaitement traçable. Les relevés téléphoniques établissaient une complicité continue et évidente. L'utilisation par Martine de fausses pièces d'identité auprès d'institutions bancaires nationales déclenchait la compétence des autorités étatiques. « Comment voulez-vous procéder » m'a-t-elle demandé. « Je veux déposer des plaintes officielles au pénal », ai-je répondu. « Je veux que l'argent soit récupéré et je veux que chaque personne qui s'est assise à ses funérailles et a choisi de me laisser pleurer une femme bien vivante comprenne que nos choix ont un poids réel. » Elle a déposé les plaintes auprès du procureur de la République le lendemain matin.
La brigade financière a pris le relais avec une efficacité qui a surpris même Anne-Sophie. Des mandats d'amener ont été émis contre Martine Vasseur, également connue sous le nom de Céline Dubois, et contre Sylvie Morel, née Sylvie Blanc, pour fraude à l'assurance, usurpation d'identité et complicité d'escroquerie en bande organisée. Ils ont arrêté Martine à la maison de Villefranche un jeudi matin. Le contact de Franck au sein de la police m'a dit qu'elle n'avait pas résisté et avait immédiatement exigé la présence de son avocat. Stéphane Caron a regardé la scène, abasourdi, depuis le perron de sa porte, et j'ai pensé au visage qu'il devait avoir à ce moment précis plus d'une fois. Un homme apprenant que la personne qu'il croyait intimement connaître n'existait tout simplement pas. Sylvie a été interpellée chez elle, dans la banlieue chic d'Écully, 2 heures plus tard. Sylvie m'a appelé depuis sa cellule de garde à vue ce soir-là, non pas pour s'excuser, mais pour s'expliquer. Il y a une énorme différence, et je veux être parfaitement clair là-dessus. Des excuses sincères reconnaissent qu'on a fait du tort à quelqu'un d'autre. Une explication reste, au fond, centrée sur la personne qui la donne pour se justifier. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de protéger sa sœur. Elle a dit que Martine était malheureuse depuis des années et que Sylvie n'avait pas su comment l'aider autrement. Elle a dit qu'elle s'était convaincue qu'une fois que Martine serait en sécurité et bien installée dans sa nouvelle vie, elle trouverait un moyen de réparer les choses avec moi. Réparer les choses. Pendant que je triais les vêtements de ma femme en pleurant pour les donner à Emmaüs, pendant que je participais à un groupe de soutien au deuil le mercredi soir et que je parlais du vide de la perte avec des gens qui, eux, avaient réellement perdu un être cher. J'ai dit à Sylvie que j'espérais qu'elle avait un excellent avocat de la défense et j'ai raccroché. La procédure judiciaire s'est poursuivie au cours des mois suivants avec la dynamique implacable, lente et minutieuse que génèrent les affaires de grande fraude. L'avocat de Martine a tenté de construire une défense basée sur des prétendues violences psychologiques et un contrôle financier de ma part. C'était une stratégie juridique classique et raisonnable en théorie. En pratique, elle s'est violemment heurtée à 31 ans de preuves matérielles suggérant l'exact opposé. Notre expert comptable depuis 20 ans a témoigné à la barre que Martine avait une procuration totale et inconditionnelle sur tous les comptes bancaires que nous détenions. Mes collègues de travail ont confirmé sous serment qu'ils n'avaient jamais observé quoi que ce soit qui corresponde au comportement de mari tyran et contrôlant décrit par la défense. Nos voisins, la famille Martin, qui vivait à côté de chez nous depuis 15 ans, ont dit au président du tribunal que, pendant tout ce temps, ils n'avaient jamais été témoins du moindre éclat de voix ou incident suggérant la peur ou la coercition dans notre foyer. Ce qu'ils ont décrit, ce sont 2 personnes normales qui se disputaient occasionnellement pour des banalités du quotidien et qui, selon toute apparence observable de l'extérieur, formaient un couple fonctionnel et respectueux. Si Martine avait eu peur de moi un seul instant, elle ne l'avait jamais dit à personne. Ni à sa sœur, ni à ses amis, ni à son médecin traitant, dont les dossiers médicaux ont été saisis et n'ont montré aucune révélation de ce genre sur une décennie entière de consultations régulières. La raison pour laquelle elle ne l'avait dit à personne était la même raison pour laquelle les dossiers ne montraient absolument rien. Il n'y avait rien à dire, tout simplement. Ce que Martine voulait réellement, ce n'était pas fuir un danger imaginaire. C'était fuir ses responsabilités d'adulte. Fuir l'obligation difficile de me regarder dans les yeux avec courage et de dire que notre mariage était terminé. Fuir l'obligation légale de diviser les biens matériels équitablement par un divorce, fuir le fait de devoir être, dans le sens le plus ordinaire du terme, une personne honnête. Sylvie a fini par conclure une procédure de plaidé coupable au milieu de l'instruction pénale, 12 mois de détention à domicile sous bracelet électronique, 3 ans de mise à l'épreuve et le remboursement obligatoire de sa part des dommages et intérêts de l'escroquerie. Lors du prononcé de sa peine au tribunal, elle m'a regardé brièvement, puis a immédiatement baissé les yeux de honte. Et j'ai passé un certain temps à réfléchir à ce qu'elle a bien pu lire sur mon visage à ce moment précis. Je ne pense pas que c'était de la colère fulgurante. Je pense que c'était quelque chose qu'elle a trouvé bien plus difficile à encaisser que de la simple colère, juste le fait froid, simple et clair de ce qu'elle avait fait et du prix exorbitant que cela avait coûté à une vie humaine. Martine a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation sans exception. La juge, une femme mesurée et précise qui a lu ses motivations de condamnation avec fermeté mais sans élever la voix, a décrit la fraude comme particulièrement calculée et machiavélique, car elle avait ciblé de manière préméditée non seulement le système des assurances, mais surtout le chagrin et la confiance absolue d'une personne spécifique qui n'avait absolument rien fait pour mériter l'une ou l'autre de ces terribles conséquences. Martine a été condamnée à 4 ans de prison ferme. Le jugement du tribunal a fermement souligné que la planification impliquant plusieurs années de préparation minutieuse,
l'exploitation abjecte de l'identité d'une femme mourante vulnérable, la tromperie continue et sadique maintenue par l'organisation de fausses funérailles. Placer ces actes criminels bien au-delà d'une mauvaise décision impulsive prise sous le coup de l'émotion ou de la contrainte. Martine ne m'a pas regardé une seule fois pendant la lecture du verdict. Pas une seule fois. Il y a eu une époque où cette indifférence m'aurait profondément blessé. À ce moment-là du procès, j'avais fini par comprendre que son incapacité totale à me regarder en face n'avait rien à voir avec moi. C'était à cause de ce qu'elle voyait en elle-même, de la laideur de son âme, quand il ne restait plus aucune scène de théâtre pour jouer la comédie. La compagnie d'assurance a récupéré la totalité de l'indemnisation versée. J'ai été remboursé d'une partie importante de ce que Martine avait sournoisement siphonné de nos comptes joints, environ 65 000 € au total, grâce aux saisies et aux ordonnances de restitution. Ce n'était pas tout, mais c'était largement assez pour me permettre de me reconstruire financièrement. Stéphane Caron, par l'intermédiaire du cabinet juridique d'Anne-Sophie, a reçu une confirmation formelle et officielle des faits, ainsi que la reconnaissance par la justice qu'il avait été lui aussi cruellement trompé. Je ne l'ai jamais rencontré et je n'ai sincèrement aucune envie de le rencontrer un jour. Il a été victime du même énorme mensonge que moi. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je suis célibataire pour la toute première fois depuis le début de ma trentaine. Et je vais bien. C'est la partie de mon histoire que les gens ont le plus de mal à croire sincèrement. Très bien, même. Sans faire semblant d'aller bien en société. Je vais véritablement bien. Quelque chose a profondément basculé en moi après le verdict final du juge. Pas du soulagement, pas exactement. Bien qu'il y en ait eu un peu, inévitablement. C'est plutôt la sensation de ce qui arrive quand on a porté un fardeau d'une manière incroyablement inconfortable pendant si longtemps qu'on a fini par cesser de remarquer la tension musculaire, et puis un jour on le pose enfin au sol. Et tout le corps se réorganise sainement autour de l'absence totale de ce poids. Je dors d'un sommeil de plomb maintenant. Je cuisine correctement des repas sains pour moi-même. Je me promène le long des quais du Rhône le week-end au petit matin, sans but particulier, juste pour le plaisir de marcher. Je déjeune au restaurant avec Patrice Lambert toutes les quelques semaines, et nous ne parlons d'aucun de ces événements dramatiques à moins que je n'aborde moi-même le sujet, ce que je fais de moins en moins souvent avec le temps. Les gens me demandent parfois avec curiosité si je voue une haine féroce à Martine. J'ai longuement et calmement réfléchi à cette question, et la réponse honnête est non. Ce que je ressens pour elle ressemble aujourd'hui davantage à une profonde tristesse mûrement réfléchie. Pas de la pitié pour ce qu'elle m'a fait subir, mais une tristesse de réaliser ce que ça doit coûter émotionnellement à une personne de regarder la belle vie qu'elle a construite avec son mari et d'y voir les barreaux d'un piège plutôt que la chaleur d'un foyer. De s'asseoir tous les matins à la table du petit déjeuner en face d'une personne sincère qui vous aime et de ne rien ressentir d'autre dans son cœur que le désir ardent de disparaître. Je ne sais pas ce que ça fait de vivre ça de l'intérieur. Et je suis immensément reconnaissant au destin de ne pas le savoir. Mais je n'ai plus besoin de me convaincre qu'elle a été un monstre inhumain pour réaliser à quel point ce qu'elle a fait était moralement abject. L'égoïsme ordinaire, lorsqu'il est poussé assez loin dans le cynisme, produit des résultats monstrueux et dévastateurs sans nécessiter à la base une personne monstrueuse. C'est, au fond, la leçon philosophique la plus troublante de toute cette histoire. Ce que je sais maintenant avec certitude et que je ne savais pas du tout il y a 31 ans, c'est quelque chose de fondamental sur la différence entre l'intimité et le secret. Toute relation de couple saine comporte une part d'intimité, un jardin secret, un espace vital qui appartient en propre à chaque personne, des pensées privées qui ne nécessitent pas d'être partagées à voix haute, un soi individuel qui existe indépendamment du partenariat amoureux. Ce que Martine avait méticuleusement construit dans l'ombre n'était pas de l'intimité. C'était du secret toxique. Et la distinction est d'une importance capitale car l'intimité protège l'intégrité d'une personne, tandis que le secret, mené à cette échelle industrielle, nécessite de faire continuellement du mal à quelqu'un d'autre pour perdurer. Chaque compte bancaire dissimulé, chaque tromperie planifiée sur calendrier, chaque réponse entraînée devant le miroir à un nom qui n'était pas le sien à l'origine. Chacune de ces actions préméditées l'obligeait à me traiter dans son esprit comme un obstacle gênant plutôt que comme une personne humaine dotée de sentiments. On ne peut pas maintenir ce genre de double vie sans déshumaniser fondamentalement et cruellement la personne à qui l'on se cache au quotidien. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux dire à propos de Sylvie, car je pense que son rôle de soutien dans cette tragédie est à certains égards beaucoup plus instructif pour les autres que la trahison de Martine. Martine a agi par désir d'évasion et par pur intérêt personnel, ce qui est une mécanique humaine compréhensible,
même si le moyen utilisé n'est absolument pas excusable au regard de la loi. Sylvie, en revanche, a agi par loyauté fraternelle, par la conviction erronée que protéger un membre de sa famille qu'elle aimait justifiait pleinement de participer à un préjudice psychologique d'une gravité inouïe envers un homme innocent. C'est le genre classique d'erreur morale dangereuse qui se fait passer pour une noble vertu et il est très important de la nommer clairement. La loyauté aveugle qui permet de détruire un autre être humain n'est pas de la loyauté. C'est de la complicité criminelle pavée de meilleures intentions. Les bonnes intentions de départ ne changent absolument rien aux résultats catastrophiques pour la personne lésée et détruite. Si jamais quelqu'un que vous aimez profondément vous demande de garder un lourd secret qui vous oblige à regarder une autre personne droite dans les yeux et à la tromper effrontément, je veux que vous considériez avec la plus grande prudence ce que cette demande égoïste exige réellement de vous au fond. Elle vous demande d'assumer sur vos épaules le poids des choix condamnables de quelqu'un d'autre. Elle vous demande de faire de leurs conséquences désastreuses votre propre responsabilité pénale et morale. Et elle vous demande de décider arbitrairement que les sentiments d'une personne que vous aimez valent beaucoup plus que la dignité humaine d'une autre personne. Ce n'est pas de l'amour, ni de l'amitié. C'est une transaction empoisonnée qui vous coûtera toujours beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez au départ. Je ne suis pas un homme naturellement colérique. Je n'ai jamais été un homme enclin à la violence ou à la colère. Ce trait de caractère explique en grande partie pourquoi le faux récit de Martine sur mon prétendu besoin de contrôle et mon emprise par la peur n'a pas survécu une seconde au contact des témoignages de quiconque nous avait réellement côtoyés. Mais je veux faire très attention à ne pas présenter ce témoignage comme l'histoire de ma propre vertu immaculée, car ce n'est pas le cas. J'ai évidemment fait des erreurs dans ce long mariage. J'ai travaillé de très longues heures au bureau pendant de longues périodes de ma carrière, me disant à moi-même que la stabilité financière en béton que je construisais pour notre foyer était ma façon de prouver mon amour, alors que parfois, ce dont Martine aurait cruellement pu avoir besoin, c'était d'un peu moins de sécurité matérielle et de beaucoup plus de présence affective. Je ne sais pas avec certitude si plus de présence à la maison aurait changé quoi que ce soit à l'issue finale. Certains malheurs intimes sont plus profonds que les simples circonstances de la vie. Mais j'y pense parfois le soir. Ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que la seule réponse valable au malheur dans un mariage, c'est l'honnêteté brute. L'honnêteté dure à entendre, l'honnêteté inconfortable à prononcer, celle qui demande un courage immense, qui produit de la douleur immédiate. Mais qui doit quand même être dite à haute voix parce que c'est la seule et unique chose qui donne une véritable chance de survie ou de séparation digne aux deux personnes impliquées. Martine ne me devait pas un mariage éternellement heureux. Elle me devait la vérité nue sur le moment exact où ce mariage avait cessé de fonctionner pour elle. C'est le respect minimum que toute personne engagée dans une relation sérieuse doit à l'autre personne qui partage sa vie. Et ce n'est pas une mince affaire à offrir. C'est la fondation absolue sans laquelle tout le reste du contrat social ne signifie plus rien du tout. Le meilleur résultat constructif que je puisse décrire de tout ce chaos, et je dis cela en tant que personne meurtrie qui a perdu 31 ans de sa vie dans un immense mensonge et 4 mois dans un deuil atroce qui n'était pas réel, c'est qu'à 64 ans. Je suis infiniment plus au clair sur qui je suis vraiment et sur ce que j'exige impérativement des personnes qui entrent dans ma vie que je ne l'ai jamais été auparavant. Je sais exactement à quoi ressemble l'honnêteté véritable, et je sais viscéralement ce que fait ressentir son absence totale. Et cette connaissance acquise dans la douleur n'est pas rien. C'est, en fait, la fondation solide sur laquelle j'ai la ferme intention de construire tout le reste de ma vie. Je passe encore de temps en temps devant ce grand domaine de mariage dans le village d'Ouin. Parfois, en allant nulle part en particulier, lors d'une balade en voiture un samedi matin ensoleillé. Je ne m'arrête jamais sur le bas-côté. Je n'en ai absolument pas besoin. Quel qu'ait été ce moment irréel dans le jardin illuminé, le bruit du verre tombé dans l'herbe, nos regards intensément croisés, cette femme au loin qui m'a regardé froidement comme si j'étais quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré de sa vie. C'était le tout dernier moment de l'ancienne histoire. Tout ce qui s'est passé depuis ce jour-là a été le premier chapitre de la nouvelle.